Là, c'est la seule photo que j'ai de ma mère avec moi. Et bon, elle a été déportée à Auschwitz, du camp du Vernet. Elle m'a sauvé la vie. Voilà la seule photo que j'ai. Alors, Monsieur Stager est donc le moniteur qui est venu de Suisse pour s'occuper de nous, qui a écrit ce livre sur les enfants du château de l'Aï. Donc là, il m'écrit une lettre de Bâle, il vit à Bâle, il a 82 ans. Je lui avais demandé s'il avait une liste des enfants qui avaient été déportés, donc il m'envoie cette lettre. Cher Izzy, voici la liste des enfants de l'Aï qui ont perdu la vie en essayant d'aller en Suisse et en Espagne. Werner Epstein seulement a survécu à Auschwitz. Egon Berlin a trouvé la mort dans la résistance. Salmon Rosa est mort dans une clinique à Lannemezan. Monsieur Stager finit sa lettre en me disant bonne amitié et il signe ton maître pendant la guerre qui ne t'oubliera jamais. Sébastien Stager. On pensait arriver, et maman aussi pensait qu'on arrivait dans une maison d'enfants normale. On ne savait pas du tout qu'il y avait des enfants juifs là-bas. On pensait qu'on arrivait dans une maison d'enfants de vacances. C'était les vacances, c'était le mois d'août. Ça s'appelait d'ailleurs la colonie de vacances. Oui, la Croix-Rouge. Alors ma sœur et moi, qui avions vu ce qui se passait à Montauban, où il y a eu une traque contre les juifs la nuit, là il y a même une femme qui s'est jetée par la fenêtre avec son enfant. Ils ont embarqué les gens par dizaines à Montauban, tu sais, des gens qui avaient fui la zone nord de la France. Et donc tu vois un petit peu l'angoisse. Hein? Toi, tu étais petit, mais nous, on s'est dit, mais on est foutus. Puisqu'à Paris, on a vu qu'ils ramassaient les femmes, les vieillards, les bébés, ils ont sorti tout le monde des hôpitaux. Et donc, c'est un souvenir vraiment, pénible, ça. Le lendemain du jour de notre arrivée, Monsieur Lirer, qui était un des éducateurs du camp, a dit, je m'en vais chercher un petit garçon. Un petit garçon, parce qu'il y a une femme qui a pu faire signe que son petit était en danger. Eh bien, c'était toi. Ça fait que quand tu es arrivé, on n'en est pas revenu. Surtout quand on a su, par un autre gendarme, que le lendemain de ce jour où M. Lire t'a pris, le lendemain, la déportation a eu lieu. Donc, ils ont foré tous les gens qui restaient là-bas dans les camps et je ne sais pas si on en a revu un seul. Voilà, ça, c'était ton histoire à toi. Bon, quand tu es arrivé là-bas, tout le monde t'a regardé, tout le monde t'a dit, et le principal souci de tout le monde, c'était que tu t'intègres, que tu oublies tout ça, que tu t'amuses bien, que tu aies des copains, et que tu mènes une vie comme un enfant de 9 ans doit vivre. Hein. Et c'est ce qui est arrivé, je crois. Parce que si tu mets à part cette parenthèse, je crois qu'à la île, c'était vraiment pour toi une espèce de paradis. Hein. C'était une espèce de paradis. On était tous à attendre le petit Izzy, là, qui est arrivé, tout frisoté, tout machiné. Et je me rappelle que tout le monde l'a pris, que tout le monde a voulu jouer avec. On nous a raconté, M. Lirer nous a raconté combien ça a été dur pour sa mère. Il ne l'a pas raconté devant lui, mais il nous l'a raconté à nous. Comment ça s'est passé, je ne peux même pas en parler parce que c'est tellement dramatique. D'abord, Izzy est venu ici pour que je lui traduise le livre, je n'ai pas pu lui traduire. Tellement c'est abominable une chose comme ça, quoi. C'est abominable. Enfin, heureusement qu'il est arrivé là, Izzy, parce qu'en fait, ça lui a sauvé la vie. Hein? Et tu as bien raison de pleurer, parce que justement, le problème, c'est que tu n'as pas pleuré quand tu étais petit et il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. C'est-à-dire qu'il faut, comme on dit maintenant, je ne sais pas, c'est une expression de psy, qu'il faut faire son deuil des choses. Et toi, quand tu étais petit, comme tu es arrivé à la île, que tu as été pris par les petits amis, par tout ça, par des choses de ton âge, eh bien, ce deuil, tu ne l'as pas fait. Et c'est pour ça que tu l'as sur la patate tellement. C'est pour ça que tu l'as sur la patate. Ça s'appelait la colonie de vacances de Montaigu-Plantorel. Et on était comme en vacances. On allait à l'école à Montaigu à 2 km, à pied, l'hiver avec une bûche sous le bras.
Et évidemment, des fois, on se perdait dans les champs. En fait, ce qu'on faisait, c'est on cherchait à manger tout le temps. Et j'allais là, peler du maïs en face, dans la ferme. Je jouais avec le paysan. Germain, on ne vous voit pas très bien. Non, mais mettez-vous un petit peu vers votre droite. Non, plutôt vers la gauche. Ah, voilà. Encore un peu. Là, voilà, très bien. Bon. Magnifique, magnifique. Steinberg Frida, Vienne éducatrice à Megève. Stuckler Silly, Vienne. Elle est morte. Oui, en service chez des paysans à Caillac. À Caillac. Le groupe des 5, arrêté à la frontière suisse entre le 1er et le 2 janvier 1943. Et le 5e, qui était le frère de Inge, je crois, lui, il a senti quelque chose qui n'allait pas. Il s'en est revenu. Et il n'y a pas été au rendez-vous. Ouais. Il n'a pas été au rendez-vous. Ouais. Eux, ils ont été au rendez-vous et il les a vendus aux Allemands. Oui. Et ils ont trouvé le passeur. Le passeur. Oui. Mais moi, je crois que, en fait, c'est des ditons peut-être, moi je crois que c'est ce Francisco qui était à la serre ici, qui les avait passés. Il était à la serre et il alimentait les bûcherons qui coupaient du bois à la serre. Et on le connaît bien. Il faisait du marché noir. Voilà, on le connaissait bien parce qu'il passait à Péléchy, et à Péléchy, la maison qui est au-dessus de l'église. Il y avait mon padre et ma marraine là. C'était un espagnol, oui. Alors il allait chercher du tissu en Espagne et en échange il prenait du jambon ou du lard pour ces bûcherons qui travaillaient ici à la serre. Et j'avais entendu dire que c'était lui qui avait passé les 4 qui l'a livré par la suite aux Allemands. Quoi. Lise, tu viens? Je t'ai fait à déjeuner. D'accord. T'as bien dormi? Oui, ça va. Il fait froid aujourd'hui. Il fait froid? Je voudrais savoir quelque chose, moi. Oui, Parce que c'est quand même une question. Demande. Oui, mais. Tu sais que je suis toujours prêt à te répondre. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez attendu d'avoir 67 ans pour faire ce chemin en arrière. Premièrement, parce que je suis parti aux États-Unis quand j'avais 15 ans. Et arrivé aux États-Unis, tout ça, c'était loin. Et puis d'une façon ou d'une autre, j'avais toujours l'impression que quand j'en racontais un petit peu, surtout en Amérique, ils me regardaient comme si j'étais fou, ou ils ne m'écoutaient pas. Et puis, je sais pas, peut-être inconsciemment, je voulais l'effacer, quoi. Pas y penser. Et en effet, pendant 20 ans ou 30 ans, bon, c'est évident que j'y pensais de temps en temps. Je pensais à ma mère, je pensais à ce qui m'était arrivé, mais pas trop, pas beaucoup. Et puis après, tout d'un coup, je me suis dit, je vais aller descendre là-bas et voir. Et je suis parti là-bas, j'étais au camp du Vernet, j'étais à Aulus-les-Bains, j'étais sur les traces de mon enfance, quoi. Tiens, je vais allumer une bougie. Tu sais que chez nous, on allume des bougies pour les morts. Ah bon? Oui. À une maison 4 alors? Pourquoi 4? Pour vos parents et moi, mon grand-père et ma mère. Ah. Et je le fasse? On va en allumer une pour tout le monde. Ouais, d'accord. Une grosse, ça sera pour tout le monde. Donc, pour ma mère, pour mon père, pour ta mère. Et mon grand-père. Et ton grand-père. Tu connais la coutume juive? Non. Quand on va sur une tombe, on met des petits cailloux blancs. Pour décorer ou honorer ou... C'est un geste comme ça, des petits cailloux, mais blancs, des cailloux blancs.
Dans les cimetières juifs, tu as toujours un seau avec plein de petits cailloux. Tu mets quelques petits cailloux sur les tombes. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Ça, c'est la route nationale, ici à la gare. Ça, c'est le quartier B, moi j'étais là, qui était considéré le plus dangereux, communiste. Et ça, c'était les deux baraques des Juifs, celle-là et celle-ci. Ça, les jeunes, et là, les vieux. T'es arrivé en quelle année, toi? En décembre 42. Ah oui, donc moi je suis arrivé décembre, août 42. Août 42. Toi, tu es arrivé avec la liste qui est à la gare, là-bas. Pardon? La liste qui est à la gare. À la gare, au wagon, on a mis une liste avec des noms. Oui. Qui est chez moi. À la gare du Vernet, là? Oui. Il y a une liste de noms? Avec ça, c'est le convoi numéro 33. 32. 33. Celui de ma mère, c'est 33. Non, je ne sais pas, parce que là, il y avait la plus jeune, Fanny, avait 2 ans, et le plus vieux, il avait 17. Il y a 48. Mais le convoi de ma mère, c'est le convoi 33 du 1er Mais celui-là, je septembre. crois que c'est le 32. Mais on va le voir, parce que j'ai la clé du wagon. Camp du Vernet, bordereau des pièces françaises appartenant à des hébergés israélites ayant quitté le camp le 1er septembre. Donc c'est un document du camp du Vernet. Mais ça ne dit pas du tout que c'est exhaustif. Mais là, ils ne disent pas le numéro du convoi. Mais non, parce que quand ils partent du camp, le convoi ne sera formé qu'à Toulouse. Avec un numéro de convoi, oui. Parce que d'après le document que j'ai, le convoi qui est parti, donc convoi 33, est parti d'abord à Rivesaltes. Et de Rivesaltes en passant par Vierzon. Voilà. Disons que ces convois étaient formés de contingents qui venaient d'un peu partout. On recollait ça et ça formait un train. Oui. Donc en partant du Vernet, c'était pas encore le convoi 33. Non, c'est à partir de Rivesaltes. Ça, c'est un convoi qui part du Vernet et qui va s'agréger à d'autres. Et c'est là qu'administrativement, c'est pris en charge par l'administration de déportation et ça prend un numéro. Voilà. Bon, pour là, il n'y a rien. Et voilà le genre de choses. Et c'est pour ça que c'est très décevant parce que ce n'est jamais exhaustif. Un matin, les gendarmes sont arrivés. Ma mère et moi, on a réussi à se cacher dans une grange. Et au bout de 2 jours, elle m'a dit de descendre. Je suis descendu par la rue, là. Et j'étais vers l'hôtel chercher à manger. Le quartier général de la rafle était dans l'hôtel. Il m'a vu me faufiler et donc il m'a dit de venir devant celui qui dirigeait la rafle, quoi. Il y avait un bureau où il y avait le gendarme et c'est là où il m'a giflé. Il
m'a demandé où était ma mère. Ici, il y avait le bureau qui était là. Moi, les cuisines étaient à l'arrière. Donc, je suis rentré par là. Et je suis arrivé là, et lui, il avait son bureau là, et il m'a demandé où était ma mère, et puis bon, il m'a foutu une claque. Et, voilà, et après, ma mère, elle est apparue, quoi. Et c'était ici, dans cette pièce. Il m'a menacé de m'envoyer tout seul si je ne le disais pas. Comme je me suis mis à pleurer, ça, il m'a giflé. Qu'est-ce qu'il avait comme uniforme? Je m'en souviens pas. C'était ou un garde mobile ou un gendarme. Voilà. Et donc, je ne sais pas si je lui ai dit ou je lui ai pas dit. D'ailleurs, ça m'a traumatisé pendant 30 ans. Parce que pour moi, à 9 ans, on peut être un petit héros et ne pas dire où est sa mère. Mais bon. Comme je me suis fait prendre, que je ne revenais pas, ma mère est sortie, ou je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, on s'est retrouvés dans le casino de Luce-les-Bains le soir. Et la vie continuait comme si de rien n'était. Les gens prenaient leur bain. Il y avait 680 personnes raflées, mis dans des cars et amenées au camp qui se trouvait à 50 km de là. Et pour les Français, la vie continuait comme si de rien n'était. Donc, je me retrouve dans le casino avec ma mère, et il y a un gendarme qui vient vers ma mère et dit « Est-ce que vous voulez que j'amène votre fils au cinéma ?» Parce qu'il y avait des séances de cinéma. Et passer le film, le premier rendez-vous avec Daniel Darieux. Et on entend une chanson qui est « Ah, qui doit être doux, le premier rendez-vous ». Donc je vais essayer de te la trouver. Ouais, d'accord. J'entends cette chanson à la radio. Je ne sais pas si elle vit toujours, Daniel Darieux. Je vais me renseigner si elle vit. Vous avez du beurre dans les sourcils? J'aimerais bien lui raconter cette histoire. Il raconte quoi le film? L'histoire d'une jeune fille avec son premier rendez-vous.